Vous savez, la plupart des gens pensent que le succès protège de la trahison. Que quand on a tout construit de ses propres mains, quand on contrôle chaque aspect de son empire, personne ne peut nous détruire de l'intérieur. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu que Marc Dubois, PDG de 58 ans de la plus grande entreprise technologique de Lyon, et une simple clé USB oubliée dans le tiroir secret de sa femme, brise complètement cette illusion et révèle une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Philippe Moreau. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants, et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Marc Dubois était exactement le genre d'homme que Lyon admirait. À 58 ans, il incarnait la réussite française moderne, fondateur et PDG de TechVision Solutions, une entreprise qu'il avait bâtie de zéro dans le quartier de la Pardieu jusqu'à en faire un géant du logiciel employant plus de 800 personnes. Chaque matin, depuis son bureau au 15e étage de la Tour InCity, il contemplait sa ville natale avec la satisfaction profonde d'un homme qui avait transformé ses rêves en réalité tangible. Mais ce matin de novembre 2023 était différent. Marc se tenait devant les immenses baies vitrées de son appartement dans le 6e arrondissement, observant les premières lueurs de l'aube caresser les toits de la presqu'île. Sa femme Isabelle dormait encore dans leur chambre, ses cheveux au burn étalés sur l'oreiller de soie, belle et sereine comme toujours. 12 années de mariage, et elle parvenait encore à lui couper le souffle. « Tu pars déjà, mon amour » murmura-t-elle en ouvrant les yeux, cette voix veloutée qui l'avait séduit lors de cette conférence à Cannes en 2011. « Réunion importante avec les investisseurs japonais » répondit Marc en ajustant sa cravate Hermès. « Je rentre tôt ce soir. On pourrait dîner chez Paul Bocuse. » Le sourire d'Isabelle illumina son visage. « J'adorerais. Tu sais que j'ai toujours rêvé de célébrer tes succès comme ils le méritent. » Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Marc quand il monta dans sa Tesla Model S. Isabelle avait toujours été sa plus grande supportrice, celle qui l'encourageait à prendre des risques calculés, à investir dans de nouvelles technologies, à faire confiance à son instinct d'entrepreneur. Elle comprenait son monde d'une façon que peu de femmes auraient pu comprendre. La journée s'écoula dans le rythme effréné habituel. Réunions stratégiques, négociations avec des partenaires internationaux, décisions qui engageaient des millions d'euros. Marc excellait dans cet univers de haute technologie et de finance, mais ce qu'il chérissait le plus, c'était de rentrer chez lui retrouver Isabelle. Elle était son ancrage, son havre de paix dans la tempête du business. Vers 18h30, Marc quitta son bureau plus tôt que prévu. Les négociations avec les Japonais s'étaient conclues mieux que espéré, et il avait hâte de partager cette victoire avec sa femme. En arrivant dans leur appartement de 300 mètres carrés rue des Remparts d'Enay, il fut surpris de ne pas la trouver dans le salon. « Isabelle » appela-t-il. Pas de réponse. Sa voiture était pourtant garée en bas. Il monta à l'étage et découvrit un mot sur leur lit, parti faire quelques courses. De retour vers 20h. « Je t'aime. » Marc sourit. Isabelle et sa manie de laisser des petits mots partout. Il décida de profiter de ce moment de solitude pour préparer une surprise. Il savait qu'elle adorait les orchidées, et il voulait en commander un bouquet exceptionnel pour accompagner leur dîner. C'est en cherchant le numéro du fleuriste dans le bureau d'Isabelle qu'il remarqua que le tiroir de son secrétaire Louis XVI était entrouvert. Étrange. Isabelle était d'une méticulosité maladive, jamais elle ne laissait un tiroir mal fermé. Par curiosité plus que par suspicion, Marc l'ouvrit complètement. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Une clé USB était coincée dans un compartiment secret qu'il n'avait jamais remarqué. À côté, une chemise cartonnée portait une étiquette manuscrite, MD, phase finale, novembre 2023. MD, Marc Dubois. Son nom, de l'écriture d'Isabelle. Les mains tremblantes, Marc prit la clé USB et se dirigea vers l'ordinateur portable de sa femme, resté ouvert sur le bureau. Il inséra la clé, et ce qu'il vit sur l'écran lui donna l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Des dizaines de dossiers. Infiltration TechVision, transfert caché 2013 à 2023, comptes offshore, manipulation décisions stratégiques, preuve chantage partenaire. Et au centre de l'écran, un fichier qui lui glaça le sang, plan destruction Marc Dubois, chronologie complète. Marc cliqua sur ce dernier fichier, et les premières lignes lui confirmèrent que sa vie, telle qu'il la connaissait, venait de s'écrouler. Phase 1, 2011 à 2013, séduction et mariage.
Objectif, accès total aux informations financières et stratégiques de TechVision Solutions. Statut, accompli avec succès. Phase 2, 2014 à 2018, infiltration progressive. Manipulation des décisions d'investissement via influence émotionnelle. Création de sociétés écrans pour détournement de fonds. Statut, 12,7 millions d'euros détournés. Phase 3, 2019 à 2023, préparation de la destruction finale. Collecte de preuves compromettantes, chantage de partenaires clés, préparation du transfert des actifs principaux. Statut, en cours de finalisation. Marc s'effondra dans le fauteuil de cuir. Chaque mot était un coup de poignard. 12 années de sa vie. 12 années d'amour, de confiance, de partage, tout cela n'était qu'une mascarade soigneusement orchestrée. Il entendit la clé tourner dans la serrure d'entrée. Isabelle était de retour. « Marc ? Tu es là, mon chéri ?» Sa voix mélodieuse résonnait dans l'escalier, cette même voix qui lui murmurait des mots d'amour depuis plus d'une décennie. Marc regarda l'écran une dernière fois. Au bas du document, une phrase qui résumait l'horreur de sa découverte. Note personnelle, il n'a jamais rien soupçonné. L'amour rend vraiment aveugle. Les pas d'Isabelle se rapprochaient du bureau. Dans quelques secondes, elle franchirait cette porte, et Marc devrait regarder dans les yeux la femme qu'il aimait plus que tout au monde, sachant désormais quel était son pire ennemi. Mais ce que Marc ignorait encore, c'est que ce qu'il venait de découvrir n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car Isabelle n'était pas seulement une manipulatrice, elle était quelqu'un qu'il connaissait bien mieux qu'il ne le pensait, et les raisons de sa vengeance étaient sur le point de révéler un secret que Marc avait enfoui si profondément qu'il avait fini par l'oublier lui-même. « Marc ? Tu es dans mon bureau ?» La voix d'Isabelle était maintenant juste derrière la porte, teintée d'une curiosité qui, pour la première fois en 12 ans, fit frissonner Marc d'une façon qu'il n'arrivait pas à identifier. Il ferma rapidement l'ordinateur portable et glissa la clé USB dans sa poche, son cœur battant si fort qu'il était certain qu'elle l'entendrait. Quand Isabelle poussa la porte, Marc était debout près de la fenêtre, feignant d'admirer le coucher de soleil sur la Saône. « Je cherchais le numéro de ton fleuriste préféré, » dit-il d'une voix qu'il espérait naturelle. « Je voulais te faire une surprise pour ce soir. » Le sourire d'Isabelle était radieux, authentique. Ou du moins, c'est ce que Marc avait toujours cru. « Oh, mon amour, tu es adorable. Mais tu sais que ta seule présence est le plus beau des cadeaux. » Elle s'approcha de lui et l'embrassa tendrement. Ce baiser, qu'il avait reçu des milliers de fois, lui parut soudain différent. Était-ce de la manipulation ? Du calcul ? Ou son esprit traumatisé transformait chaque geste familier en menace ? « Tu vas bien ?» demanda Isabelle en caressant son visage. « Tu sembles tendu. Journée difficile au bureau. Mais maintenant que tu es là. » Marc s'interrompit. Ces mots, il les avait prononcés si souvent, avec tant de sincérité. Maintenant, ils sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Ce soir-là, au restaurant Paul Bocuse, Marc observa sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Chaque geste, chaque expression, chaque inflexion de sa voix prenait une dimension nouvelle, inquiétante. Quand elle lui demanda des détails sur les négociations avec les investisseurs japonais, était-ce de l'intérêt conjugal ou de l'espionnage industriel ? « Tu es vraiment silencieux ce soir », remarqua Isabelle en dégustant son homard aux truffes. « Les Japonais t'ont donné du fil à retordre ? » Non, au contraire. Tout s'est parfaitement déroulé. Marc marqua une pause, puis ajouta avec une désinvolture calculée, « D'ailleurs, ils m'ont proposé un partenariat exclusif qui pourrait révolutionner notre division IA. Ça représenterait un investissement de 50 millions d'euros. » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent, et Marc nota mentalement cette réaction. « C'est fantastique. Tu vas accepter ? » « Je ne sais pas encore. C'est un gros risque. » Il mentait. Il n'y avait aucun partenariat avec les Japonais. Mais la façon dont Isabelle se penchait vers lui, l'intensité de son regard, confirmait ses pires soupçons. Cette nuit-là, Marc ne dormit pas allongé à côté d'Isabelle qui respirait paisiblement, il repensait aux 4 dernières années. Combien de décisions importantes avait-il prises après en avoir discuté avec elle ? Combien d'investissements, de partenariats, de stratégies d'expansion avaient été influencés par ses conseils apparemment innocents ? Le lendemain matin, dès qu'Isabelle partit pour son cours de yoga dans le 2e arrondissement, Marc retourna dans son bureau. Cette fois, il examina chaque document de la clé USB avec l'attention méthodique qui avait fait de lui un entrepreneur à succès. Ce qu'il découvrit dépassait ses pires cauchemars.
Le dossier « Infiltration TechVision » contenait des captures d'écran de ses emails privés, des photos de documents confidentiels pris dans son bureau, des enregistrements audio de conversations téléphoniques qu'il avait eues avec ses associés. Isabelle avait eu accès à tout. Absolument tout. Mais c'est le dossier « Comptes offshore » qui lui fit comprendre l'ampleur de la catastrophe. Depuis 2014, Isabelle avait créé un réseau complexe de sociétés écrans aux îles Caïmans, au Luxembourg et en Suisse. Chaque fois que TechVision signait un contrat important, une partie des fonds était discrètement redirigée vers ses comptes fantômes. Marc ouvrit un fichier Excel intitulé « Détournement par année » et faillit vomir. 2014, 800 000 euros. 2015, 1,2 million. 2016, 2,1 millions. La progression était constante, méthodique. Au total, plus de 15 millions d'euros avaient été détournés de son entreprise. Mais le pire était à venir. Dans le dossier « Chantage partenaire », Marc découvrit des photos compromettantes de plusieurs de ses associés et clients importants. Des images prises dans des situations embarrassantes, des preuves d'infidélité, des documents prouvant des évasions fiscales. Isabelle avait constitué un véritable arsenal de chantage. Un fichier audio attira son attention, conversation-pierre-moreau-15OCT2023.mp3. Pierre Moreau était son directeur financier depuis 8 ans, un homme intègre en qui Marc avait une confiance absolue. Il cliqua sur le fichier. La voix d'Isabelle était claire, séductrice. « Pierre, vous savez que Marc vous fait confiance aveuglément. Mais moi, j'ai découvert vos petits arrangements avec le fisc. Ces 200 000 euros non déclarés de votre villa en Provence, ça ferait un joli scandale, vous ne trouvez pas ?» La voix de Pierre était brisée. « Que voulez-vous ? Rien de compliqué. Juste que vous validiez certains transferts de fonds que je vous présenterai. Des opérations parfaitement légales, bien sûr. Vous n'aurez qu'à apposer votre signature. » Marc ferma le fichier, les mains tremblantes. Pierre, son ami de 20 ans, était sous le contrôle d'Isabelle. Combien d'autres personnes de confiance avaient été compromises ? Il ouvrit ensuite le dossier « Identité réelle » et ce qu'il y trouva lui fit l'effet d'un coup de massue. Isabelle Dubois n'existait pas. Enfin, pas vraiment. Son vrai nom était Isabelle Rousseau, et elle était la fille de Bernard Rousseau. Bernard Rousseau. Ce nom fit ressurgir des souvenirs que Marc avait enfouis depuis plus de 15 ans. Bernard avait été son associé lors de la création de TechVision en 2005. Un homme brillant, visionnaire, mais instable. Marc avait été contraint de le racheter et de l'évincer de l'entreprise en 2008, après avoir découvert qu'il détournait des fonds pour alimenter sa dépendance au jeu. Bernard s'était suicidé 6 mois plus tard, laissant derrière lui une femme et une fille de 19 ans. Une fille que Marc n'avait jamais rencontrée, mais dont il connaissait le prénom, Isabelle. Tout s'éclairait soudain avec une clarté aveuglante. La rencontre, fortuite, à Cannes. Le coup de foudre immédiat. Le mariage précipité. 12 années de manipulation parfaite, tout cela pour venger la mort de son père. Marc entendit la clé dans la serrure. Isabelle rentrait de son cours de yoga. Il referma précipitamment l'ordinateur et glissa la clé USB dans sa poche. Quand elle entra dans le bureau, il était assis dans le fauteuil, apparemment plongé dans la lecture d'un rapport financier. « Tu travailles déjà ? » « Il n'est que 10 heures, dit-elle en l'embrassant sur le front. Marc leva les yeux vers elle. Cette femme qu'il aimait plus que sa propre vie, cette femme pour qui il aurait donné tout ce qu'il possédait, était la fille de l'homme dont il se sentait indirectement responsable de la mort. « Isabelle, dit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas, il faut que nous parlions. » Le sourire d'Isabelle se figea imperceptiblement. « De quoi, mon amour ? » ?»« De ton père. De Bernard Rousseau. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant une fraction de seconde, le masque d'Isabelle tomba complètement, et Marc vit dans ses yeux une haine si pure, si concentrée, qu'il en eut le souffle coupé. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le masque se remit en place. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle avec un sourire qui ne touchait plus ses yeux. « Qui est Bernard Rousseau ?» Mais Marc savait maintenant qu'il regardait l'ennemi le plus dangereux qu'il ait jamais affronté. Un ennemi qui avait dormi dans son lit pendant 12 ans, qui connaissait chacune de ses faiblesses, chacun de ses secrets, chacune de ses peurs. Et le pire, c'est qu'il l'aimait encore. Le mensonge d'Isabelle resta suspendu dans l'air comme un poison invisible. Marc la regardait, cette femme qui venait de nier connaître le nom de son propre père, et il réalisa qu'il ne l'avait peut-être jamais vraiment connu. Pas une seule fois en 12 ans. « Tu as raison,
dit-il finalement, décidant de jouer le jeu, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Le stress, sans doute. Le soulagement qui traversa furtivement le visage d'Isabelle ne lui échappa pas. Elle était douée, mais Marc avait passé 20 ans à négocier avec les meilleurs manipulateurs du monde des affaires. Il savait reconnaître un mensonge. « Tu travailles trop, mon chéri », murmura-t-elle en massant ses épaules. « Pourquoi ne prendrions-nous pas quelques jours de vacances ? J'ai vu une villa magnifique en Provence. Nous pourrions. » « Excellente idée », l'interrompit Marc. « Organise tout. Je te fais confiance. » Ces derniers mots eurent un goût amer dans sa bouche. Faire confiance. Il avait fait confiance pendant 12 ans, et regardez où cela l'avait mené. Les 3 jours suivants furent les plus difficiles de la vie de Marc. Il devait continuer à jouer le mari aimant tout en menant discrètement sa propre enquête. Chaque baiser d'Isabelle était un mensonge qu'il devait accepter. Chaque « je t'aime » était un poignard qu'il devait laisser s'enfoncer dans son cœur. Il engagea discrètement un détective privé, Julien Mercier, ancien commissaire de la police judiciaire de Lyon reconverti dans l'investigation privée. Marc lui donna la clé USB et demanda une enquête complète sur Isabelle Rousseau. Ce que Mercier découvrit en 48 heures dépassait tout ce que Marc avait imaginé. « Monsieur Dubois, » dit Mercier lors de leur rendez-vous secret dans un café discret du Vieux-Lyon, « votre femme n'est pas seulement une manipulatrice. C'est une professionnelle. Elle a fait ça avant. » Marc sentit son sang se glacer. « Comment ça, avant ?» Entre 2009 et 2011, elle a épousé un riche industriel allemand, Klaus Weber. Même modus operandi, séduction, mariage rapide, infiltration de l'entreprise. Weber a perdu 8 millions d'euros avant de découvrir la vérité. Il s'est suicidé en 2011. Le café que buvait Marc lui parut soudain amer comme du poison. Et avant ça ? Un banquier suisse en 2007. Un promoteur immobilier italien en 2009. Toujours la même méthode. Toujours des hommes puissants qui lui rappelaient son père. Mercier marqua une pause. « Monsieur Dubois, votre femme n'est pas juste en colère. Elle est psychopathe. Et vous êtes son chef-d'œuvre. » Marc rentra chez lui ce soir-là avec l'impression d'être un mort-vivant. Isabelle l'accueillit avec son sourire habituel, vêtue de cette robe noire qu'il adorait, celle qu'elle portait le jour de leur mariage. « J'ai une surprise pour toi, » dit-elle en l'embrassant. « J'ai préparé ton plat préféré. Coq au vin, comme ma grand-mère me l'a appris. » Mensonge. Mercier avait vérifié, Isabelle n'avait jamais connu sa grand-mère. Elle était morte quand Isabelle avait 3 ans. Même cette histoire touchante qu'elle lui avait racontée des dizaines de fois était une fabrication. Pendant le dîner, Marc observa sa femme avec des yeux nouveaux. La façon dont elle coupait sa viande, précise et méthodique. La façon dont elle posait ses questions sur sa journée, toujours orientée vers les informations sensibles. La façon dont elle riait à ses plaisanteries, un rire parfaitement calibré pour le flatter. « Marc, » dit-elle soudain, « j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Ce partenariat avec les Japonais. Tu devrais vraiment l'accepter. » « Pourquoi ?» demanda Marc, sachant parfaitement qu'il n'y avait aucun partenariat. « Parce que TechVision a besoin d'expansion internationale. » Et puis, elle posa sa main sur la sienne, « J'ai confiance en ton jugement. Tu n'as jamais pris de mauvaise décision. Sauf une, » pensa Marc. T'épouser. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, Marc écouta la respiration régulière d'Isabelle. Comment pouvait-elle dormir si paisiblement ? Comment pouvait-elle faire l'amour avec lui quelques heures plus tôt avec tant de passion apparente, sachant qu'elle préparait sa destruction ? Il se leva silencieusement et retourna dans le bureau. Cette fois, il explora plus profondément les fichiers de la clé USB. Ce qu'il découvrit dans le dossier, phase finale, lui fit comprendre qu'il était encore plus proche du précipice qu'il ne l'avait imaginé. Le plan d'Isabelle était d'une précision chirurgicale. Dans 2 semaines, elle devait déclencher ce qu'elle appelait l'apocalypse Marc. Une série d'événements coordonnés qui détruiraient simultanément sa réputation, son entreprise et sa fortune. Premièrement, elle avait prévu de révéler publiquement les preuves de corruption qu'elle avait fabriquées contre lui. Des documents falsifiés montrant qu'il avait versé des pots de vin à des fonctionnaires pour obtenir des marchés publics. Deuxièmement, elle déclencherait une série de poursuites judiciaires de la part de victimes qu'elle avait recrutées et payées pour témoigner contre lui. Harcèlement sexuel, discrimination, abus de pouvoir, un arsenal complet d'accusations qui ruinerait sa réputation en quelques heures. Troisièmement, et c'était le plus vicieux,
elle activerait simultanément tous les chantages qu'elle exerçait sur ses partenaires et employés clés. Pierre Moreau, son directeur financier. Sophie Laurent, sa directrice marketing. Jean-Claude Petit, son avocat d'affaires. Tous témoigneraient contre lui, confirmant les accusations. Et pour finir, elle déclencherait une panique bancaire en révélant de fausses informations sur la santé financière de TechVision, provoquant un effondrement du cours de l'action et forçant la vente de l'entreprise à prix dérisoire. Marc lut la dernière ligne du document et sentit ses jambes se dérober sous lui. Objectif final, Marc Dubois ruiné, déshonoré et seul. Comme papa l'était avant de mourir. Justice sera rendue le 15 novembre 2023. Le 15 novembre. C'était dans 10 jours. Dans 10 jours, Isabelle déclencherait l'apocalypse qu'elle préparait depuis 12 ans. Mais ce qui terrifiait le plus Marc, c'est qu'il venait de réaliser quelque chose d'encore plus effrayant. En lisant les détails du plan, en voyant la précision avec laquelle chaque étape était orchestrée, il avait ressenti quelque chose qu'il n'osait pas s'avouer. De l'admiration. Isabelle avait construit le plan de vengeance le plus sophistiqué qu'il ait jamais vu. Elle avait infiltré sa vie, manipulé son entourage, détourné ses fonds, et préparé sa destruction avec un génie tactique qui forçait le respect. Elle était son ennemie, mais elle était aussi la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Et malgré tout, malgré la haine, malgré la trahison, malgré les mensonges, il l'aimait encore. C'est cette prise de conscience qui le détruisait plus que tout le reste. Car Marc venait de comprendre que le véritable piège d'Isabelle n'était pas financier ou professionnel. Le véritable piège, c'est qu'elle l'avait fait tomber amoureux d'elle pour de vrai. Et maintenant, il devait choisir entre sauver sa vie ou sauver son cœur. Mais pouvait-on vraiment sauver l'un sans détruire l'autre? Dans 10 jours, il aurait sa réponse. Marc n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il avait passé chaque minute à élaborer sa propre stratégie, car il avait pris une décision qui le terrifiait autant qu'elle le libérait, il allait confronter Isabelle. Pas pour la dénoncer, pas pour la faire arrêter, mais pour comprendre. Pour regarder dans les yeux de la femme qu'il aimait et entendre de sa bouche pourquoi elle avait choisi de détruire sa vie plutôt que de simplement la quitter. Le 13 novembre au matin, Marc mit son plan à exécution. Il envoya un message à Isabelle, urgence au bureau. Je ne rentrerai pas avant demain soir. Je t'aime. Puis il se rendit discrètement chez Julien Mercier pour récupérer le dossier complet que le détective avait constitué. Monsieur Dubois, dit Mercier en lui tendant une épaisse chemise, j'ai trouvé quelque chose que vous devez savoir. Votre femme, elle n'agit pas seule. Marc sentit son cœur s'arrêter. Comment ça? Elle fait partie d'un réseau. Une organisation qui recrute des femmes ayant subi des traumatismes liés à des hommes d'affaires puissants. Elle les forme, les entraîne, et les envoie détruire leurs cibles. Votre femme n'est pas juste une veuve en colère, monsieur Dubois. C'est une professionnelle. Marc ouvrit le dossier et découvrit des photos de surveillance. Isabelle rencontrant une femme élégante dans un café de Paris. La même femme avec Klaus Weber, le banquier allemand, quelques mois avant sa mort. Et avec l'industriel italien. Et avec le promoteur suisse. Cette femme, dit Mercier en pointant la photo, s'appelle Elena Voss. Ex-psychiatre, radiée de l'ordre pour manipulation de patients. Elle dirige ce qu'elle appelle les veuves. Un réseau de vengeance qui cible les hommes puissants. Marc referma le dossier. Tout prenait un sens encore plus sombre. Isabelle n'était même pas libre de sa haine. Elle avait été façonnée, programmée, transformée en arme humaine. Ce soir-là, Marc rentra chez lui avec une bouteille de Château d'Yquem 1990, le vin qu'ils avaient bu le soir de leur fiançailles. Isabelle l'accueillit avec surprise. « Tu es rentré plus tôt. Et avec du Château d'Yquem, nous fêtons quelque chose. » « Oui, dit Marc en la regardant droit dans les yeux. Nous fêtons 12 années de mariage. 12 années de perfection. Il servit 2 verres et leva le sien. À nous, Isabelle. À tout ce que nous avons construit ensemble. Isabelle trinqua, mais Marc vit une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle le connaissait assez pour savoir qu'il ne faisait jamais rien sans raison. Marc, tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air différent, l'interrompit-il. Tu as raison. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À nous. À notre histoire. À tes parents. Le verre d'Isabelle s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Mes parents? Oui. Tu m'as si peu parlé d'eux. Ta mère, décédée quand tu étais jeune. Ton père.
Marc marqua une pause délibérée. Bernard. Cette fois, Isabelle ne put masquer sa réaction. Ses joues se vidèrent de leur couleur, et Marc vit sa main trembler imperceptiblement. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Marc se leva et alla chercher la clé USB dans sa poche. Il la posa sur la table basse, entre deux. Cette clé USB était dans ton bureau, Isabelle. Où devrais-je dire? Isabelle Rousseau? Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant de longues secondes, ils se regardèrent, et Marc vit le masque qu'elle portait depuis 12 ans se fissurer lentement. Puis, soudain, Isabelle éclata de rire. Un rire cristallin, presque joyeux, qui glaça le sang de Marc. Enfin, dit-elle en posant son verre. Tu n'imagines pas comme c'est épuisant de jouer la parfaite épouse depuis si longtemps. Quand elle releva la tête, Marc eut l'impression de voir une étrangère. Ses traits étaient les mêmes, mais son expression avait complètement changé. Fini le sourire doux et aimant. Fini le regard tendre et admiratif. À la place, une froideur calculatrice qui lui rappela douloureusement son père. « Depuis quand tu sais ?» demanda-t-elle avec un détachement clinique. « Depuis une semaine. »« Mais j'ai des questions, Isabelle. Et tu vas y répondre. » Elle se cala dans son fauteuil, croisa les jambes, et Marc réalisa qu'il découvrait enfin la vraie Isabelle. Celle qui avait orchestré sa destruction pendant 12 ans. « Pose tes questions, Marc. Après tout, tu as le droit de savoir pourquoi tu vas mourir. » Ces mots, prononcés avec un calme terrifiant, firent comprendre à Marc qu'il avait sous-estimé la profondeur de sa haine. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Pourquoi ne pas simplement m'avoir tué? Pourquoi cette mascarade de 12 ans ?» Le sourire d'Isabelle était glacial. « Parce que la mort aurait été trop douce pour toi, Marc. Mon père n'a pas eu une mort douce. Il a agonisé pendant des mois, rongé par la culpabilité, par la honte, par la certitude qu'il avait tout détruit. Je voulais que tu ressentes la même chose. Ton père était un voleur, Isabelle. Il détournait l'argent de l'entreprise pour alimenter sa dépendance au jeu. J'ai essayé de l'aider, mais... Tu l'as humilié, explosa-t-elle, sa façade froide se fissurant pour laisser place à une rage pure. Tu l'as traîné devant tout le conseil d'administration. Tu l'as exposé publiquement. Tu aurais pu régler ça discrètement, mais non, il fallait que tu montres à tous que le grand Marc Dubois était intouchable. Marc vit des larmes de colère dans ses yeux, et pour la première fois depuis une semaine, il reconnut un sentiment authentique chez sa femme. Il était malade, Marc. Malade, pas criminel. Et toi, tu l'as détruit comme on écrase un insecte. Alors j'ai décidé de te détruire de la même façon. Lentement. Méthodiquement. En te faisant croire que tu étais aimé. Et Elena Voss, demanda Marc. Elle t'a recruté? Isabelle haussa les sourcils, impressionnée malgré elle. Tu as été très loin dans tes recherches. Oui, Elena m'a trouvé après la mort de papa. Elle m'a proposé quelque chose de mieux que le suicide, la vengeance parfaite. Et les autres? Klaus Weber? L'Italien. Des entraînements, dit-elle avec un détachement effrayant. Elena voulait s'assurer que j'étais prête pour toi. Tu étais le vrai objectif, Marc. Les autres n'étaient que de la pratique. Marc sentit la nausée le submerger. Tu as poussé ces hommes au suicide juste pour t'entraîner. Ils le méritaient tous. Des prédateurs, des manipulateurs, des hommes qui détruisaient des vies pour leur profit. Elle marqua une pause. Comme toi. Et nous? Notre mariage? Nos moments d'intimité? Tout était faux? Pour la première fois depuis le début de leur conversation, Isabelle hésita. Marc vit quelque chose passer dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Au début, oui, dit-elle finalement. Tout était calculé. Chaque sourire, chaque baiser, chaque « je t'aime ». Mais tu as rendu les choses compliquées, Marc. Tu n'étais pas le monstre que j'attendais. Tu étais humain. Imparfait, mais humain. Et parfois, quand tu me regardais avec tant d'amour, j'oubliais presque pourquoi j'étais là. Marc sentit son cœur se serrer. Tu as eu des doutes? Pendant des années. Surtout la nuit où tu as pleuré en me racontant tes regrets concernant mon père. Tu pensais que je dormais, mais j'ai tout entendu. Tu as dit que tu aurais dû être plus patient, plus compréhensif.
Que tu regrettais la façon dont les choses s'étaient passées. Marc se souvenait de cette nuit. 3 ans plus tôt, après avoir trop bu, il avait confié à Isabelle endormie tous ses remords concernant Bernard Rousseau. « Pourquoi n'as-tu pas arrêté » demanda-t-il. « Parce que Helena me l'avait dit, les cibles essaient toujours de nous manipuler émotionnellement quand elles se sentent menacées. Elle m'avait prévenu que tu essaierais de me faire croire que tu regrettais. Et si ce n'était pas de la manipulation? Et si je regrettais vraiment ?» Isabelle le regarda longuement, et Marc vit une guerre silencieuse se livrer derrière ses yeux. « Alors, dit-elle finalement d'une voix brisée, j'aurais détruit l'homme que j'aime pour venger un père qui ne le méritait peut-être pas. » Ce fut à ce moment précis que Marc comprit la véritable tragédie de leur histoire. Isabelle l'aimait. Vraiment. Et cette réalisation la détruisait autant que lui. « Il n'est pas trop tard, murmura Marc. Nous pouvons. » Si, l'interrompit Isabelle en se levant. Il est trop tard. Demain, tout sera déclenché. Helena a déjà activé les autres. Dans 24 heures, tu seras ruiné, et moi, je disparaîtrai. Et si je te disais que je te pardonne? Que je comprends ta colère? Que nous pouvons recommencer. Isabelle s'approcha de lui et caressa son visage une dernière fois. Marc sentit une larme tomber sur sa joue, mais il ne sut jamais si c'était la sienne ou celle d'Isabelle. « Alors je te dirai que tu es l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré, murmura-t-elle. Et que c'est exactement pour ça que je dois te détruire. Parce que si je ne le fais pas, Helena détruira d'autres femmes comme moi. Et je ne peux pas vivre avec ça. » Elle l'embrassa une dernière fois, un baiser qui goûtait l'amour et la mort. « Adieu, Marc. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. » Quand Marc se réveilla le lendemain matin, Isabelle était partie. Sur l'oreiller, elle avait laissé un mot, « Regarde les nouvelles. » Marc alluma la télévision et vit son visage s'étaler sur tous les écrans de France. Scandale dans la tech lyonnaise, Marc Dubois accusé de corruption et de harcèlement. L'apocalypse avait commencé. En l'espace de 48 heures, Marc Dubois était passé du statut de PDG respecté à celui d'homme le plus haï de France. Les accusations pleuvaient de toutes parts, corruption, harcèlement sexuel, évasion fiscale, chantage. Les médias s'étaient emparés de l'affaire avec une voracité qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Marc se tenait dans son bureau vide de la tour InCity, regardant Lyon s'étendre sous ses pieds pour la dernière fois. Ses employés l'avaient abandonné, ses partenaires avaient rompu leur contrat, et le conseil d'administration l'avait destitué dans l'urgence. Techvision Solutions, l'œuvre de sa vie, était en cours de liquidation. Mais étrangement, Marc ne ressentait ni colère ni désespoir. Seulement une étrange forme de paix. Car 3 jours plus tôt, quelque chose d'inattendu s'était produit. Julien Mercier avait frappé à sa porte à 6 heures du matin, le visage grave. « Monsieur Dubois, j'ai des nouvelles. Votre femme, elle est morte. » Marc avait senti le monde s'arrêter autour de lui. « Comment ?» Accident de voiture sur l'autoroute A6, près de Mâcon. Elle roulait vers Paris quand sa voiture a percuté un camion. Les gendarmes pensent qu'elle s'est endormie au volant. Mais Mercier avait trouvé autre chose dans l'épave. Une lettre, adressée à Marc, que les autorités avaient accepté de lui remettre. « Mon Marc. Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je ne pouvais pas vivre en sachant que j'avais détruit l'homme que j'aimais vraiment. Oui, je t'aimais. Pas au début, mais quelque part entre notre 3e année de mariage et notre 10e, tu as réussi à percer toutes mes défenses. Helena m'avait dit que cela arriverait. Que les cibles les plus dangereuses étaient celles qui nous faisaient douter de notre mission. Tu étais ma cible la plus dangereuse, Marc, parce que tu m'as fait redécouvrir ce que signifiait aimer quelqu'un. J'ai essayé d'arrêter le plan. Hier soir, après notre conversation, j'ai appelé Helena pour lui dire que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Elle m'a rappelé notre contrat, si je ne détruisais pas ma cible, elle activerait les autres veuves pour me détruire moi. Et elle détruirait aussi la cible par d'autres moyens. Alors j'ai pris la seule décision qui pouvait nous sauver tous les deux. Dans cette voiture, il y a une clé USB rouge. Elle contient toutes les preuves contre Helena et son réseau. Les vraies identités des veuves, leurs méthodes, leurs cibles passées et futures. Donne-la à la police. Arrête ce cycle de vengeance avant qu'il ne détruise d'autres vies. Marc, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner. Mais sache que les 3 plus belles années de ma vie ont été celles où j'ai oublié qui j'étais censé être pour devenir simplement ta femme. Je t'aime. Vraiment.
Et c'est pour ça que je dois partir. Isabelle. PS, regarde dans notre chambre, sous la lame de parquet loose près de la fenêtre. J'y ai caché quelque chose pour toi. Marc avait trouvé ce qu'Isabelle avait caché, un carnet intime qu'elle tenait depuis leur mariage. En le lisant, il avait découvert une femme déchirée entre sa mission de vengeance et un amour grandissant qu'elle n'arrivait plus à contrôler. Année 3, Marc m'a offert des orchidées aujourd'hui, sans raison. Juste parce qu'il savait que j'aimais ça. Elena dit que c'est de la manipulation, mais ses yeux ne mentent pas. Année 5, il a pleuré en regardant un documentaire sur les orphelins. Cet homme que je suis censé haïr a un cœur plus grand que tous les hommes que j'ai connus. Comment papa a-t-il pu être son associé sans voir ça? Année 8, je crois que je l'aime vraiment. Dieu me pardonne, je crois que j'aime l'homme que je suis censé détruire. Année 10, Elena est venue me voir. Elle dit que je prends trop de temps, que je m'attache trop. Elle a raison. Mais comment peut-on détruire quelqu'un qui vous regarde comme si vous étiez la plus belle chose au monde? Année 12, c'est fini. Je ne peux plus. Je l'aime plus que je ne haïs papa. Mais il est trop tard pour arrêter. Elena ne me laissera jamais partir. Il n'y a qu'une seule façon de sauver Marc. Marc avait remis la clé USB rouge à la police, comme Isabelle le lui avait demandé. L'enquête qui avait suivi avait révélé l'existence du réseau des veuves et permis l'arrestation d'Elena Vos. 15 femmes avaient été libérées de son emprise, et plusieurs hommes innocents avaient été disculpés. Mais pour Marc, ces victoires avaient un goût amer. Car il avait compris quelque chose de fondamental sur lui-même et sur l'amour. Il avait passé sa vie à construire des murs pour protéger son succès, mais il avait oublié de protéger son cœur. Il avait fait confiance aveuglément, non pas par amour, mais par arrogance. Il pensait être assez intelligent pour détecter les mensonges, assez puissant pour se protéger des manipulateurs. L'ironie, c'est qu'Isabelle l'avait vraiment aimé. Pas au début, mais vraiment, profondément, au point de choisir la mort plutôt que de le détruire. Et lui, malgré tout ce qu'elle lui avait fait, l'aimait encore. 6 mois plus tard, Marc se tenait sur la tombe d'Isabelle au cimetière de Loyasse, à Lyon. Il venait là chaque semaine, non pas pour se lamenter, mais pour lui parler. Pour lui raconter comment il reconstruisait sa vie. Car Marc avait fait quelque chose d'inattendu, il avait utilisé sa chute comme une opportunité de renaissance. Avec l'argent qu'il avait pu sauver, il avait créé une fondation pour aider les victimes de manipulation psychologique. Il donnait des conférences dans les écoles de commerce sur les dangers de l'arrogance et l'importance de l'humilité. Il avait écrit un livre, Quand l'amour devient une arme, qui était devenu un best-seller. Mais surtout, il avait appris à faire la différence entre la confiance et la naïveté, entre l'amour et l'aveuglement. Tu sais, Isabelle, dit-il en déposant des orchidées blanches sur sa tombe, tu m'as détruit, mais tu m'as aussi sauvé. Tu m'as montré que j'étais devenu un homme qui ne savait plus voir les gens autour de lui. Un homme qui confondait le pouvoir avec la sagesse. Le vent de novembre faisait danser les feuilles mortes autour de lui. Marc ferma les yeux et, pour un instant, il crut sentir la présence d'Isabelle à côté de lui. J'ai rencontré quelqu'un, murmura-t-il. Elle s'appelle Claire. Elle est psychologue, elle aide les victimes de manipulation. Elle connaît toute notre histoire, et elle m'aide à apprendre à faire confiance à nouveau. Mais différemment. Avec discernement. Marc marqua une pause, puis ajouta avec un sourire triste, elle ne te ressemble pas du tout. Et c'est tant mieux. Parce que toi, tu étais unique. Même dans tes mensonges, même dans ta manipulation, tu étais unique. En repartant du cimetière, Marc croisa un homme d'une 60aine d'années qui déposait des fleurs sur une tombe voisine. L'homme le reconnut et s'approcha. Vous êtes Marc Dubois, n'est-ce pas? L'homme de l'affaire Techvision? Marc se raidit, s'attendant aux accusations habituelles. Mais l'homme lui tendit la main. Je voulais vous remercier. Votre fondation a aidé ma fille à sortir d'une relation toxique. Votre livre lui a ouvert les yeux. Vous avez transformé votre tragédie en quelque chose de beau. En rentrant chez lui dans son modeste appartement du 7e arrondissement, Marc réfléchit à ces mots. Il avait perdu son empire, sa réputation, sa fortune. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la sagesse. Il avait appris que l'amour véritable n'exige pas l'aveuglement, mais la lucidité. Que la confiance n'est pas l'absence de doute, mais la capacité à douter sainement. Que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever. Ce soir-là, Claire l'appela comme tous les soirs depuis 3 mois qu'ils se fréquentaient. Comment s'est passée ta journée,
demanda-t-elle. J'ai rendu visite à Isabelle. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Marc regarda par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. Qu'elle m'a fait le plus beau et le plus terrible des cadeaux. Elle m'a appris à aimer vraiment. Pas aveuglément, pas naïvement, mais vraiment. Avec tout ce que cela implique de vigilance, de respect et de courage. Tu lui pardonnes? Demanda Claire doucement. Marc réfléchit longuement avant de répondre. Je lui pardonne d'avoir été brisé. Je lui pardonne d'avoir cherché la vengeance. Je lui pardonne même de m'avoir menti. Mais surtout, je me pardonne d'avoir été assez arrogant pour croire que l'amour me protégerait de tout. Après avoir raccroché, Marc s'assit à son bureau et ouvrit son journal. Chaque soir, il écrivait quelques lignes sur ce qu'il avait appris. Ce soir, il écrivit. La plus grande leçon qu'Isabelle m'ait enseignée, c'est que l'amour n'est pas un bouclier contre la souffrance. C'est un pont vers la compréhension. Elle m'aimait et elle m'a détruit. Ces deux vérités peuvent coexister. Et c'est exactement ce qui rend l'amour si dangereux et si beau à la fois. Marc ferma son journal et regarda une dernière fois la photo d'Isabelle qu'il gardait sur son bureau. Pas une photo de leur mariage ou de leurs vacances, mais une photo qu'il avait prise d'elle un matin où elle ne savait pas qu'il la regardait. Elle lisait près de la fenêtre, et sur son visage, il n'y avait aucun masque, aucune manipulation. Juste une femme perdue qui cherchait sa place dans le monde. Merci, Isabelle, murmura-t-il. Pour tout. Même pour la douleur. Surtout pour la douleur. Car Marc avait compris la vérité la plus profonde de toutes, parfois, ceux qui nous blessent le plus sont aussi ceux qui nous apprennent le plus sur nous-mêmes. Et parfois, l'amour le plus authentique naît de la cendre de la trahison la plus cruelle. Il était 23h47 quand Marc éteignit les lumières de son appartement. Demain, il donnerait une conférence à des étudiants en école de commerce. Il leur parlerait de leadership, d'humilité, et de la différence entre être puissant et être sage. Et quelque part, dans le silence de la nuit lyonnaise, Marc sourit. Car il avait enfin compris que perdre tout ce qu'on croit important peut parfois être le début de la plus belle des reconstructions. L'histoire de Marc et Isabelle était finie. Mais l'histoire de l'homme qu'il était devenu grâce à elle ne faisait que commencer.